check. Bon, t'es bien d'accord que là, Marine, Oui, ça la lance? c'est bon, on l'a bien vu. Je te laisse du coup ouvrir Ouais, le bal, Vanessa. Tu me dis dès que tu veux que je partage l'écran. tu peux déjà partager, à mon Tu veux avis. déjà que je partage? Allez, hop, Ouais, c'est ouais. Comme parti. j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire une belle illustration, je veux qu'on la voit. Voilà. Là. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, je crois que je commence à reconnaître des noms et de commencer à y avoir des habitués. Et puis peut-être certains qui sont là pour la première fois. Euh, Marine et moi, on va se présenter juste d'abord pour vous donner un tout petit peu de contexte. Donc, aujourd'hui, une présentation sur l'intelligence artificielle et surtout sur la partie, on va dire, humaine de l'intelligence artificielle et comment soi-même on peut ne pas subir cette vague qui nous arrive dessus. Voilà, donc on a prévu à peu près une heure de présentation. Je vais, si tu peux passer à la slide suivante, Marine, je pense qu'on va commencer par se présenter. Ouais, je commence. Donc moi, je suis Vanessa Delcourt, je suis coach professionnelle et consultante en transformation. J'ai fait de la transformation digitale pendant toute ma carrière et puis une reconversion dernièrement. Et donc actuellement, j'accompagne les entreprises dans des transformations, on va dire, individuelles et collectives en tant que coach et puis aussi en tant que consultante. Et puis, je m'intéresse aussi à l'aspect humain dans toutes ces transformations liées à l'intelligence artificielle. Marie, Ok. je te laisse te Je présenter. prends la suite. Ouais. Donc, Marine Dumont, je suis associée au sein du cabinet Taplo qui est basé sur Lyon. Et de mon côté, je fais aussi de l'accompagnement aux transformations, aussi bien au niveau des équipes qu'au niveau des départements, voire même des entités en général autour des PME qui sont en train de soit démarrer, soit en période d'hypercroissance ou qui ont besoin de repenser. Leur nouvelle stratégie, leur façon d'avancer, leur process, etc. Donc, je fais aussi bien du coaching manager que du coaching d'équipe, ainsi que de la formation. Et notamment, une partie des formations et des coachings que j'anime sont de plus en plus outillés d'un partenaire qui est l'IA. Et donc, c'est quelque chose que j'utilise maintenant de plus en plus dans mes accompagnements. Et je suis ravie d'être aux côtés de Vanessa pour cette heure ensemble. Et c'est partagé. Hop. Ce qu'on s'est donné, donc, comme vous l'avez compris, ni l'une ni l'autre, on est des vrais experts IA, on est plutôt des spécialistes de la transformation, donc on est plutôt là pour, voilà, euh, pas vous donner de l'expertise IA, mais plutôt de vous partager avec vous des réflexions ou de vous amener à réfléchir sur l'IA et sur comment vous pouvez vivre avec l'IA. Donc, en fait, on s'est fixé un objectif qui est de vous permettre peut-être de mieux comprendre certains enjeux, poser des questions et puis voir comment vous pouvez travailler sur votre posture pour qu'elle soit plus proactive face à l'IA. Et c'est pour ça que le titre qu'on a donné, c'est ne pas subir la vague, mais plutôt la surfer. Voilà. Donc, trois parties. Une qui est partager le constat que l'IA, qu'on en veuille ou pas, il est déjà bien là, ou elle est déjà bien là. Donc, voilà, se mettre d'accord sur où on en est par rapport à l'IA. Ensuite, ce qu'on propose, c'est de travailler sur un SWOT, force, faiblesse, opportunité et danger de l'utilisation de l'IA. Et vous verrez, Marine vous accompagnera dans cette réflexion. Et puis ensuite, réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut ne pas la subir, quelle posture on peut prendre pour ne pas subir cette vague IA. Si ça vous va, voilà le menu du jour. Ce qu'on va commencer par faire, c'est, on aimerait bien savoir, vous, où vous en êtes par rapport à l'IA. Donc, si vous pouvez flasher le code barre, c'est ça le Hop, QR alors code. absolument, vous avez deux façons de participer là pour qu'on puisse recueillir un peu où vous en êtes. Soit vous flashez le code barre, soit vous voyez en haut un lien, c'est menti.com et vous tapez le code. Et ça vous permettra de voter et puis de nous dire un petit peu où est-ce que vous vous situez. Attendre qu'il y ait un peu plus de réponses, parce que là, c'est pas très Oui, là, représentatif encore. Mais bon.
Bonjour, excusez-moi, j'ai pas compris comment on vote là. C'est avec le. Alors, soit vous prenez une photo du code, vous Hmm. voyez, avec votre téléphone, vous prenez une photo du code et ça va vous donner un lien Internet directement sur la page pour voter. Sinon, vous allez sur le site qui s'appelle menti.com. Vous voyez, c'est écrit en haut de la page que je partage. Allez sur menti.com et ça va vous demander un code. Ok. Alors, on est 19, on manque encore un peu de participants. Donc, si vous voulez bien scanner le QR code ou saisir menti.com, et le code c'est 81 94 95 97, pour pouvoir nous dire où vous en êtes de votre utilisation de l'IA. Sandrine nous dit en fait, j'imagine que je l'utilise sans le savoir. Alors oui, je pense que la réponse est oui, parce qu'il y a plein d'endroits maintenant où l'IA est embarquée dans les applications. Là, la question, elle est, est-ce que voilà, de vous-même, vous allez ouvrir ChatGPT ou une autre intelligence artificielle pour l'utiliser, soit dans votre vie pro, soit dans votre vie perso, soit dans les deux, soit vous n'utilisez pas du tout. Voilà, donc je vois que ça commence à se stabiliser. Voilà, donc bah, on voit qu'on est sur un dispatch, hein. Il y en a qui l'utilisent que dans la vie pro, il y en a qui l'utilisent dans la vie perso, il y en a dans les deux, et puis il y en a qui l'utilisent pas du tout. Et bon, là, on n'est pas très nombreux, donc je ne suis pas sûre que ce soit complètement représentatif des chiffres de la population, mais on est encore dans une situation où voilà, il y a des gens qui ne l'utilisent pas encore. Il y a des gens qui l'utilisent que dans la vie perso, il y en a qui l'utilisent dans la vie pro. Et dans la vie pro, on verra qu'il y a différentes façons de l'utiliser parce que ça peut être de manière officielle ou ça peut être aussi de manière officieuse. Voilà. Et en fait, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'est assez difficile d'avoir des chiffres fiables sur la vraie utilisation de l'IA parce que bah, typiquement en entreprise, tout le monde ne dit pas qu'il utilise l'IA. Donc ça, on pourra y revenir dessus. Et puis en effet, comme le disait Sandrine, c'est qu'en fait, on sous-estime notre utilisation de l'IA parce que l'IA, elle est de plus en plus cachée dans nos applications du quotidien. Donc, on est tous des utilisateurs de l'IA, mais pas obligatoirement, c'est pas obligatoirement notre volonté, on va dire. Voilà. Là, je vous ai mis deux, trois éléments qui illustrent le fait que la vague IA est déjà là. Et je vous apprends rien. Je pense que je vous apprends rien. Il y a un petit graphe qui nous montre l'évolution de l'IA au sein des TPE-PME, voilà, où entre 2022, on partait de zéro et là, à 2025, on a augmenté de 25%. On voit qu'on est sur une courbe qui est très rapide et puis qui a tendance à s'accélérer. Donc, clairement, l'IA, c'est plus une question. Et je vous apprends rien, c'est qu'on n'a pas le choix. Et comme le disait Sandrine, de toute façon, même quand on ne veut pas l'utiliser, on l'utilise sans vraiment le savoir toujours. Euh, oui, et en plus, alors Sorenga dit ça peut être des fois mal vu de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Alors, ça, on verra, ça peut dépendre des entreprises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vague IA, elle arrive très fort. Par contre, on constate un niveau de maturité qui est assez variable dans les entreprises et qui souvent n'est pas très mature. Et finalement, on a souvent des gens plus matures, on va dire presque dans la vie personnelle que dans l'utilisation en entreprise, parce que les entreprises ben, se prennent une vague et n'ont pas toujours bien anticipé. Donc, en fait, il y a beaucoup d'entreprises, et là, c'est des chiffres que j'ai récupérés qui datent de 2024, non, 2025, avec l'évolution par rapport à 2024, qui montrent qu'il y a encore une grosse partie des entreprises, donc 45%, qui est encore en observation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des utilisations officieuses, mais en tout cas, officiellement, ils sont en observation, ils n'utilisent pas vraiment, ils sont plutôt dans un attentisme, ils attendent de voir ce qui va se passer, ce qui fait que c'est à ces endroits-là que parfois on a des utilisations cachées. Il y a 35% des entreprises qui sont dans quelque chose qui relève plutôt de la découverte, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des cas d'usage, vont commencer à le tester, ils vont travailler sur leur charte. Voilà, donc on est vraiment dans une étape sensibilisation des employés et premières expérimentations. Et puis, bien évidemment, le nombre d'entreprises qui est vraiment clairement engagé dans un déploiement d'IA, il est faible. Voilà, les entreprises qui l'utilisent pour du travail au quotidien, qui travaillent sur leur processus pour les optimiser avec l'IA, ben aujourd'hui, il est de 11%. Et ce qui, moi, m'a surpris quand j'ai vu les chiffres, c'est qu'en fait, c'est à peu près égal à l'année dernière. Donc, en fait,
Voilà, on voit que voilà, l'IA est là, mais que pour passer en phase d'intégration, bah, il faut que les entreprises y travaillent clairement et ça prend du temps et c'est pas toujours évident. Voilà. Surtout, si je ne l'ai pas dit, s'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le les chat. mettre dans le chat. On essaiera de les prendre, comme on est deux, normalement, on va arriver à les prendre au fil de l'eau. Voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment qu'on soit plutôt dans l'interaction. Voilà. Quand j'ai travaillé un peu sur l'IA, un chiffre qui m'a interpellée, qui est important, c'est que en fait, les employés utilisent l'IA 3 fois plus que ce que pense leur manager. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête si vous êtes manager ou si vous êtes dirigeant ou voilà. C'est qu'en fait, c'est pas parce qu'officiellement il n'y a pas d'utilisation de l'IA dans l'entreprise que les employés ne l'utilisent pas. En fait, on se rend compte que pour certains employés qui ont commencé à l'utiliser, ou collaborateurs qui ont commencé à l'utiliser dans le perso, ça devient un outil indispensable parce qu'ils se sont bien rendus compte à quel point ça peut améliorer la performance. Et donc, ils l'utilisent en entreprise, même si ce n'est pas dit. Et donc, on peut se retrouver face à des situations qui sont un peu problématiques parce que ça peut générer de la fuite de données. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on l'a vu, et en fait, c'est la fameuse étape découverte qui est l'étape un peu intermédiaire, c'est que ce qui est important pour les entreprises, c'est d'arrêter d'observer, on va dire, mais de passer vraiment en phase découverte, parce que ce n'est pas suffisant aujourd'hui et pas assez sécurisant, entre guillemets, de rester en observation, parce qu'on ne peut pas ne pas définir une charte sur la manière d'utiliser l'IA en entreprise, à minima pour se sécuriser. Voilà. Donc, ce qui montre bien que de toute façon, on ne peut pas se contenter de regarder la vague passer, on est vraiment obligé de l'apprendre et les entreprises se doivent de l'apprendre pour sécuriser les usages en interne. Je vois Sandrine qui dit dans mon cas professionnel, j'ai plutôt reçu une mise en garde qu'un accompagnement pour pas que les données considérées comme confidentielles. Oui, alors là, on va dire, Sandrine, on est plutôt dans une entreprise à ce moment-là qui est en phase d'observation, c'est-à-dire qui est attentiste et qui donne des directives. Ne faites pas seulement. Ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas parce que le management va dire n'utilisez pas l'IA que les gens ne l'utilisent vraiment pas. Et donc, voilà, il va falloir quand même que les entreprises qui, pour le moment, n'ont pas encore travaillé sur cette charte et comment on met à disposition à minima de l'intelligence artificielle simple et sécurisée se lancent dedans parce qu'elles se mettent à risque. En fait. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Vanessa, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, en fait, il existe des IA qui sont connectés directement au web. C'est-à-dire que si vous chargez des données et des informations dedans, elles vont se retrouver en fait déployées à l'extérieur. Donc, c'est critique si vous êtes en train de demander à l'IA de résumer un rapport avec des données sensibles dedans. Cependant, il existe des IA qui sont en fait cloisonnées et qui restent au sein de votre organisation, au sein de votre compte. Donc, peu importe ce que vous chargez dedans, c'est sécurisé et ça reste en interne dans votre organisation. Et ça, c'est la responsabilité des entreprises que de mettre ces outils-là à disposition des employés, enfin, et même des managers, peu importe, pour que vous puissiez utiliser en fait les bons outils et ceux qui vous permettent de respecter les règles et puis tout ce qui est confidentiel. Je te passe le slide d'après. Ouais, Marine, ce que je peux rajouter là-dessus, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que en plus, si je peux rajouter, c'est que ce problème-là, on l'a même dans les entreprises qui utilisent l'IA, parce que en fait, pour que l'IA soit sécurisée, en effet, souvent, les IA qui sont mises à disposition dans les entreprises, elles sont un peu plus limitatives que ce qu'on peut trouver quand on utilise une IA sur le web. Ce qui fait que ce n'est pas parce que l'entreprise propose une IA qu'elle est complètement sécurisée. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment accompagner, il faut vraiment sensibiliser, il faut vraiment donner le cadre qui va permettre aux collaborateurs de comprendre qu'est-ce que ça veut dire utiliser les IA, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on met à risque sa société, etc. Voilà. Donc, juste pour vous donner un peu de cadre sur le fait que la vague est là et que c'est vraiment important de monter à bord et que les entreprises montent à bord pour qu'elles se sécurisent. On a une petite question. On voulait savoir, parce qu'on vous a dit que nous, on se préoccupait quand même pas mal de l'humain. Donc, ce qui nous intéressait de savoir, c'était quelles émotions ça génère pour vous, l'IA. Quand on vous dit IA, voilà, quelles émotions viennent à vous? Est-ce que voilà, c'est des émotions positives comme excitation ou peut-être moins positives comme challenge? Alors, challenge, ça peut être positif et négatif.
Euh, voilà, comme la peur, par exemple. Vous n'avez pas besoin de retaper le code, vous êtes déjà dedans, vous inquiétez En fait, pas. il y en a qui ne l'avaient pas saisi. On est encore dedans. En fait, le code reste le même pour toute la durée de ce webinaire. Donc, à chaque fois qu'on aura une question comme ça, vous êtes déjà à l'intérieur. Donc moi, je vois ce que je mentionnais dès le début, hein, et ce à quoi je m'attendais dans ce nuage de mots, c'est de voir du positif et du négatif. Donc on voit qu'il y a des choses, on voit par exemple qu'inquiétude revient deux fois, on a crainte, on a risque de déclassement, on a boîte noire, voilà, on a des choses plutôt négatives qui viennent toucher plutôt le domaine de la peur. Et puis, eh bien, on a aussi des gens qui y voient la satisfaction, l'excitation, enfin, voilà, des choses, ou du challenge, des choses qui relèvent plutôt du positif. On y retrouve aussi l'impact sur l'environnement. J'ai vu qu'il y avait un réchauffement qui, bien sûr, fait partie des inquiétudes. Voilà. Bon, moi, j'y vois quand même plus de peur que d'excitation. Je ne sais pas si je suis la seule à voir ça et si c'est un biais. Oh, effectivement. Peut-être, j'ouvre la parenthèse du climat parce que corrige-moi si je me trompe, on l'aborde pas forcément. Voilà. Donc, pour la partie réchauffement qui est mentionnée ici aussi pour ceux qui peut-être ne se sont pas trop intéressés jusque-là à l'IA, il y a deux sujets. Il y a l'utilisation de l'énergie pour les serveurs, en fait, hein, qui gèrent toute la donnée de l'IA et surtout qui permettent à l'IA de réfléchir et de sortir des réponses. Donc, il y a l'énergie utilisée et il y a aussi le refroidissement de ces immenses serveurs. Donc, en fait, encore une fois, ça vaut le coup de s'y intéresser. Il y a certaines IA qui en fait ont fait une démarche justement pour limiter l'impact sur le climat en ayant en fait des serveurs qui ne soient alimentés que par de l'énergie verte. Il y a d'autres IA qui se sont justement qui ont mis leurs serveurs dans des endroits où on était déjà on va dire réduit en température, etc. Parce que juste pour que vous ayez une idée, à chaque fois que vous faites une recherche avec un IA, une question égale 1 litre d'eau. Donc, c'est important de sensibiliser les gens dans quel moment j'ai besoin d'utiliser l'IA et que ça a une valeur ajoutée et dans quel moment une simple recherche Google fera l'affaire, quoi. Donc ça fait partie de la charte aussi que les entreprises développent de vraiment en fait réfléchir à cette charte écologique pour une bonne utilisation de l'IA, ce que Yvon partage aussi, quoi. On passe à la suite parce que sinon on n'aura pas le temps qu'on voulait se donner Ouais. pour le... Et puis, Attends, on répondra peut-être aux deux questions avant ouais, d'aller sur les SWOT. Ouais, ce que vas-y. je voulais juste, voilà, tu peux peut-être passer au slide suivant, qui de toute façon, Tac. tu es encore après. Voilà, bon, là, en fait, ce que vous avez dû voir dans ce nuage de mots, c'est qu'il y a quand même pas mal de mots forts. J'ai vu des vertiges, j'ai vu des frustrations. Enfin, on sent que ça génère des émotions fortes. Là, j'ai repris quelques phrases du verbatim que j'ai récupérées dans certains de mes interviews là, quand j'ai travaillé avec une entreprise qui déployait l'IA et qui avait besoin d'accompagnement au changement là-dessus. Voilà, j'ai eu des phrases du genre l'IA va rendre les gens abrutis, j'ai peur de perdre mon âme, enfin voilà, qui sont quand même des phrases très très fortes. Donc on sent que ça génère des émotions fortes. L'IA va tout changer, qui veut tout et rien dire en fait. Enfin voilà, et donc on sent que il y a de la peur. Enfin voilà. Et puis à côté, des gens qui disent l'IA c'est le nouveau moteur de l'innovation, l'IA a le potentiel de changer le monde, mais d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Mais la phrase là, elle était plutôt positive. Hein, voilà, donc on sent que c'est une chose est sûre, c'est que ça ne nous laisse pas de marbre et que ça génère des émotions fortes. Et je pense qu'une chose qui est importante, c'est de se les autoriser. En fait, on a le droit d'avoir peur de ce qui arrive. Et je pense que quand l'électricité est arrivée ou quand certaines découvertes sont arrivées par le passé, il y a eu aussi des émotions fortes. Et c'est normal et c'est bien d'en prendre conscience. Voilà. Et
et d'aller traiter sa peur, parce qu'on a le droit d'avoir peur de ce gros changement qui arrive. Voilà. Donc, ce que je voulais partager sur les émotions, avant qu'on aille dans le SWOT, on peut peut-être prendre les questions. Donc, sur les cas d'usage, alors nous, on ne va pas lister les cas d'usage dans cette présentation parce que, en fait, les cas d'usage, ils sont souvent spécifiques à votre domaine de travail, mais clairement, hein, on est dans de l'automatisation d'un certain nombre d'activités. Euh, euh, L'IA va permettre de gagner en performance quand il s'agit principalement d'analyser de la donnée, quand il s'agit de croiser de la donnée, quand il s'agit de faire la traduction, quand il s'agit de générer des idées, etc. Donc, les cas d'usage, ils sont multiples et ils visent en général à aller améliorer la productivité en entreprise. Donc là où il y a des tâches répétitives qui pourraient être faites par une intelligence autre, voilà. Donc, je réfléchis. Ouais. Vanessa, en fait, je peux, là, pour cette question en particulier, en fait, comme tu dis, tous les cas sont spécifiques. Maintenant, à force d'accompagner des structures, je commence à avoir pas mal de cas d'usage et d'idées. Donc, si c'est quelque chose, enfin, si c'est un besoin que vous avez, on peut se poser et essayer déjà de voir dans quelle mesure vous pouvez lister ces cas d'usage et les différentes possibilités. C'est pareil, Patrick posait la question de formation. Et ça, je pense que ça a de l'intérêt d'avoir peut-être une petite formation, mais après de faire l'exercice qu'on va vous faire faire là, que vous le fassiez dans vos structures avec des gens qui sont comment dire, intéressés, curieux, et puis parce que dans les nouvelles générations, en fait, ils sont tous très éveillés sur l'IA, de faire en fait ce SWOT qu'on va vous faire faire là, pour que vous puissiez vraiment en intelligence collective, identifier les risques, les opportunités, les forces, les faiblesses, et que déjà, rien qu'avec l'intelligence collective et ce dont vous disposez dans vos organisations, vous pouvez déjà obtenir pas mal de réponses avant d'aller chercher un expert top level de l'IA. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire comme ça. Et après, dans les ressources, Vanessa, elle vous montrera des ressources à la fin, hein. J'en ai mis quelques-unes à la fin, mais qui sont des ressources très, très accessibles à tous. Ouais. Après, pour les formations, nous, on pourra vous fournir des formations. Et en effet, comme le disait Marine, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de définir une stratégie en fonction de où vous partez et où vous voulez aller et dans quel temps, pour que, on va dire, le cheminement soit adapté. Et il ne s'agit pas de prendre des formations off the shelf, parce que souvent, c'est justement la sensibilisation, aller travailler ses émotions. Voilà. Des Donc, prompts, c'est super important. etc. Mais ouais, par contre, faciliter un atelier de réflexion en ayant déjà pas mal de bases et de sensibilité, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner, hein. Et Ouais. Michel, juste pour les IA, en fait, les IA, toutes les données sont enregistrées sur des serveurs qui sont externes, on va dire, hein. Donc, pour limiter la perte de données, le mieux, c'est déjà de se tourner vers des IA françaises, hein, par exemple vers Mistral ou où déjà les serveurs sont en France. Mais il n'y a aucune IA du marché qui aujourd'hui garantit voilà. Quand je dis une sécurité, elles sont sauvegardées ailleurs, pas chez vous. Donc voilà. Ouais, ouais. On avance parce qu'il est déjà Ouais, 25, Anissa, je suis ouais, désolée, je te ouais, brusque, mais vas-y. comme je sais qu'on Voilà. a quand même Ouais. pas mal de contenu. Alors, on va vous faire faire un petit exercice. On va se diviser en deux salles. Une salle avec Vanessa, une salle avec moi. J'ai déjà créé les salles, Ah, Vanessa. Il y super. aura... Ouais. J'ai Super. juste à les ouvrir une fois que... Par Ouais, contre, toi et moi, il faudra qu'on choisisse nos salles. ouais. Donc, l'idée, ça va être de vous guider. On va passer 15 minutes par groupe, en sous-groupe, à réfléchir aux forces, aux faiblesses, aux opportunités et aux dangers que vous voyez à l'utilisation de l'IA en réfléchissant à vos propres périmètres de responsabilité. Donc, on va se donner une quinzaine de minutes et puis après, on restituera en plénière ce qui est ressorti des échanges des deux salles. Du coup, Vanessa, notre rôle sera potentiellement d'être scribe Ouais. sur les deux salles, ok?
Donc, Ouais, pour les deux salles, en principe, soit vous allez avoir quelque chose à cliquer, ou alors ça va vous mettre directement dans la salle. tu vas dans, ah bah, je vais dans la deuxième alors. Oui, mais À tout de suite. Tu veux que j'attende ou?
Ah, il n'y a que nous. Donc, on attend l'autre groupe. Il y a, bien- il y a d'autres gens qui n'étaient pas là. Il y a Bernou, il n'était pas, il est dans l'autre groupe, je pense. Ouais, Ah ouais. bon? Ouais, bah, c'est qu'ils Ouais. reviennent, ils reviennent tranquillement. Mhm. On a du mal à les récupérer. Ici, ils sont tous là, moi je les vois. Non? Ah, la marine. Ah, ça y est, voilà Donc Marine. voilà. Hop, je sais pas si on est tous revenus, mais probablement que oui, je pense que c'est bon. Ce que je vous propose, c'est que on fasse une petite restitution de ce qui est ressorti des deux salles, peut-être en 1 ou 2 minutes. Vanessa, est-ce que tu veux partager ce qui est ressorti de ta salle à toi? Ouais, alors j'ai pris les notes un peu en vrac, mais ce qu'on s'est dit, c'est que réellement, non, je vais commencer par le négatif. Donc, les risques, on a identifié tout un tas de risques associés à le risque de fuite de données et surtout le risque de faire des erreurs ou de ne pas vérifier comme il faut les informations. On a aussi levé l'impact que ça peut avoir sur l'emploi. Voilà. Et puis, on s'est posé des questions sur l'impact que ça peut avoir sur l'intelligence aussi, sur le fait que ça nous amène à raisonner différemment. Voilà. Et puis, on a rediscuté à nouveau de tout ce qui est impact sur l'environnement. Donc ça, c'était plutôt sur l'aspect faiblesse et menace. Et puis, sur les forces, on a dit clairement, c'est un vrai plus sur tout ce qui est traitement de données, euh, euh, rédaction de compte rendu, de script. Aussi, on a mentionné le fait que ça aide beaucoup pour l'accès à la connaissance et par exemple quand on a du mal à écrire des macros Excel. Voilà, et puis bien évidemment la productivité, la suppression de tâches répétitives, la capacité à croiser des infos de différents domaines et potentiellement des choses qu'on n'imagine même pas, parce que par exemple dans la médecine, on voit que euh, l'IA fait des choses qu'on n'arrive pas à faire, donc potentiellement on se dit que dans l'industrie, il y a des endroits où on n'imagine même pas ce qu'elle pourrait faire. Voilà, de manière très rapide, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ok, merci. Alors nous, je vais vite, rapide, on a pris 2, 3 notes. Au niveau des forces, on a identifié des forces aussi bien sur le fait que les personnes soient confort avec l'outil ou alors les forces de l'IA même. Mais donc dans les forces, dans nos échanges, ceux qui étaient les plus confortables, c'est ceux qui s'y sont intéressés assez tôt et qui même l'utilisent dans l'usage perso. Mais si on regarde les forces de l'outil même, on a parlé de la rapidité, par exemple, que ça puisse permettre de coder certaines fonctions élémentaires dans des blocs de code, pour permettre de gagner du temps pour se focaliser sur ce qui est plutôt valeur ajoutée. On a identifié aussi dans les forces la partie auto-formation et le fait que l'outil puisse permettre de se former et d'apprendre sur des sujets beaucoup plus rapidement que si on allait regarder les moteurs de recherche et creuser les sujets en y passant beaucoup plus de temps. Au niveau faiblesse, l'outil évolue beaucoup plus vite que potentiellement la montée en compétences des utilisateurs. Donc, il y a vraiment une difficulté de suivre. Au niveau de la faiblesse, c'est aussi perçu comme un outil qui est une boîte noire avec une mauvaise connaissance pour nombreux de l'outil, de comment est-ce qu'il calcule, de comment est-ce qu'il compile les résultats, de où est-ce qu'ils sortent. Et dans le fond, il faut se rappeler que l'IA ne sait pas. Elle répond juste sur la base de l'analyse de données. Donc, toujours pareil, selon la qualité des données entrées, va sortir la qualité de la réponse de l'IA. En termes de danger, vous l'avez déjà dit, mais il y a cette difficulté à valider les propositions. Si ça se base sur un mauvais algorithme, de mauvaises bases de données, vu que c'est un peu boîte noire à l'intérieur, ça va être compliqué de trouver un moyen de... Enfin, la question est comment on fait. Euh, Vous avez évoqué la protection des données, ça c'est bon. On a parlé des ressources humaines et de la pression sur les métiers à tâches répétitives et automatisables, ça on l'a dit. Et puis, il y a ce risque de ne plus réfléchir. Donc, c'est comment feront les générations futures sans un tel outil? Si d'un coup, l'outil n'est pas disponible, comment on fait? Euh,
Et dans les opportunités, on a listé les possibilités supplémentaires d'optimisation des processus, par exemple l'optimisation de circuits de livraison pour la consommation de carburant, pour les frais, etc. Il y a la partie rapidité dans la recherche de solutions pour tester et valider une problématique. Et puis, dans les opportunités, et dans les activités des participants, à noter son envie, alors qu'il est à la retraite, de créer un service de newsletter pour inciter les seniors à utiliser l'IA. Donc voilà, ce qu'il est ressorti de nos échanges. Je te redonne la main, Vanessa. Ouais. Pour, Ouais. et merci pour tous vos apports, c'est vraiment très intéressant. Ah oui, non, c'est toi là Ah qui. ouais, c'est moi. Je voulais vous montrer un prompt. En fait, je voulais vous montrer un prompt pour voir ce que pense l'IA finalement de son propre SWOT. Parce que nous, on a tous réfléchi ensemble. Mais je me suis dit, tiens, et si on lui demandait ce qu'il en pense? Donc, j'ai créé un prompt. Hop, j'essaye juste de sortir de ce truc-là, là. Non, bon, ok, c'est pas grave. Je vais partir là-dessus. Vite. Donc, nous allons partir sur un prompt classique. Donc, il faut savoir que le prompt, pour avoir un prompt optimal IA, il y a des outils ou des façons clés de le faire. Il y a une méthode en fait à suivre. Euh, et hop, en fait, c'est toujours bien de lui dire quel rôle il prend, de lui expliquer un petit peu le contexte de la question, de lui expliquer quels vont être les objectifs, pourquoi est-ce qu'on va lui poser cette question, et surtout être assez détaillé sur le format du résultat à obtenir. Donc, en l'occurrence, moi là, je vais simplement lui dire mon contexte que j'ai créé comme ça, où je suis responsable d'une business unit dans un groupe industriel medtech français. C'est un cas comme ça que je crée pour nous. Je me questionne sur la pertinence de l'utilisation de l'IA dans mon organisation. Et puis, je me sens pas très sécure. Donc, afin de pouvoir me sentir sécure dans l'utilisation de l'outil, mais aussi convaincre le reste de l'orga, j'aimerais réaliser le SWOT, un peu comme on vient de le faire nous, mais de manière un peu plus large, parce qu'on n'était pas tous au sein d'une même organisation. Je l'interroge là-dessus et puis je lui demande de lister les forces, les faiblesses, les opportunités et les dangers pour la business unit en question. Et puis même d'aller un peu plus loin et de me donner des pistes de premiers pas pour que je puisse commencer la démarche. Et donc là, c'est toujours intéressant. Vous pourriez faire la même démarche dans vos contextes à vous. Donc, on parlait tout à l'heure d'un département plutôt côté RH. Donc, ça peut être intéressant de donner, voilà, j'appartiens à tel type d'industrie, tel type de société, tel type de département avec ces problématiques-là. Quel est le SWOT que je peux faire pour mon contexte? Et puis, on voit là ce qui ressort. Il y a des choses qui sont déjà sorties de nous au niveau de l'automatisation, au niveau de la précision, au niveau de l'aide à la décision, et puis la valorisation des données qui sont déjà existantes, puisqu'on va pouvoir les réutiliser là où parfois il y a de la perte quand c'est l'humain qui va les utiliser parce qu'on n'a pas la capacité à se souvenir de tout ce qui existe dans une multitude de documents. Au niveau des faiblesses, eh bien, on a les manques, le manque de culture et de compétences de l'IA. Au-delà de connaître toutes les données et l'historique industriel, là où quelqu'un qui serait 30 ans dans l'entreprise pourrait avoir tout un historique, etc., l'IA va manquer de ça. L'IA ne va pas faire partie des moments machine à café où on va échanger sur ce qui se passe au niveau du département à droite à gauche. Il y a toute la partie investissement initiaux et la complexité pour réguler. Ça, Vanessa en a déjà parlé. Et puis, l'accompagnement au changement.
au sein de l'entité, effectivement. Bon, je vous laisserai regarder, vous pourrez vous prêter au jeu. Après, là, lui, il a réfléchi sur les opportunités et les menaces qui sont clairement spécifiques à ce département-là. Il y a des choses plus générales au niveau des RGPD, etc. Mais il y a aussi les biais et les dérives algorithmiques, ça, vous les avez déjà identifiés. Et la perte de maîtrise humaine, vous l'avez aussi identifiée. Voilà. Donc après, vous avez la possibilité en premier petit pas, ce qu'elle vous recommande, et puis ce que moi j'observe dans les équipes que j'accompagne, c'est déjà d'aller voir où est-ce que vous en êtes en interne, de venir voir qu'est-ce que c'est pour vous la conformité et de mettre les chartes en place. Et ça, Vanessa, elle l'a déjà évoqué, puis elle va y revenir. Comment est-ce qu'on va monter en compétence les équipes? Comment est-ce que vous allez pouvoir démarrer petit? Et puis, tout ce qui va être réglementation spécifique à votre secteur d'activité, ça c'est aussi un sujet. Je suis allée très vite, je pourrais vous le sauvegarder ça, puis on pourra vous l'envoyer en fait. Mais encore une fois, je vous invite à faire l'exercice dans votre contexte à vous. Et je rebascule pour toi, Vanessa. Là, il nous reste 2 minutes, donc je vais aller très vite. On avait prévu Vas-y. une partie un peu plus sur l'impact sur les métiers. Donc, juste très rapidement, si tu peux passer à la slide suivante. Ouais, En fait, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on a du mal à savoir exactement quels sont les métiers qui vont être touchés, mais il y a des études qui estiment que 14% des emplois sont hautement automatisables, que 5% des emplois pourraient être complètement automatisés. Donc, il y a des emplois qui vont être très, très touchés et il y en a qui vont être touchés à la marge. C'est très variable. Une chose est sûre, c'est qu'en fait, ça va avoir un impact sur les compétences qu'on doit développer, et puis tout ça va dépendre des secteurs, hein, bien évidemment. Sur des secteurs très manuels, il y aura moins d'impact que sur des secteurs qui sont plus col blanc. Voilà, donc ça, c'est vrai que l'impact, il est difficile à estimer. Une chose est sûre, c'est que ça va impacter nos compétences là où il y aura de l'IA. Donc, rapidement, si tu peux aller à la slide suivante. Ouais. En fait, on classe les compétences par rapport à l'IA dans 3 catégories. Les compétences qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir faire, travailler, intégrer l'IA générative, les compétences qui sont critiques pour l'utiliser et pour l'intégrer. Voilà. Donc, à gauche, c'est en fait les compétences des IA génératives. C'est toutes les. Pardon, je me suis trompée. C'est toutes les compétences qui pourront être remplacées. Donc aujourd'hui, on a identifié que toutes celles qui peuvent être remplacées par l'IA, c'est tout ce qui est analyse de données, mise en forme de documents, vous l'avez dit. Donc là, voilà, ça c'est ce qui pourrait être remplacé par l'IA. Et à droite, on va y revenir, c'est les compétences qui sont nécessaires, soit pour l'utiliser, soit pour l'intégrer, parce que tout le monde n'a pas besoin de développer des compétences très poussées en IA. Donc, si tu peux avancer, on ne va pas aller dans le détail de façon vu l'heure. Et voilà, les gens qui vont faire de l'intégration de l'IA, ils doivent développer leurs compétences d'interfaçage homme-machine, de codage IA. Par contre, les gens qui sont plutôt comme nous, qui sont des utilisateurs de l'IA, il faut aller, ce qu'on doit travailler, c'est finalement des compétences qu'on a déjà, mais qu'on va devoir aller développer, qui sont plutôt autour de l'esprit critique, la compréhension de la finalité, des process bout en bout pour voir l'impact avant-après quand on utilise l'IA. Il va falloir développer sa capacité à écrire des prompts, sa rigueur, parce que mine de rien, quand on travaille avec l'IA, il faut bien être clair sur ce qu'on lui donne pour savoir ce qu'on va avoir en sortie. Voilà. Donc en fait, finalement, pour pouvoir être utilisateur de l'IA, ce n'est pas des compétences fortes en IA dont on va avoir besoin, mais c'est tout un tas de compétences et de savoir-faire et de savoir-être qui sont liées à ce contexte où une partie de l'activité sera faite par l'IA. Voilà. Ce que ça veut dire, et on réinsiste, c'est que tout ce qui est stratégie IA, c'est clairement l'entreprise qui en est honneur et qui le définit. Par contre, il ne faut pas que vous loupiez le train. Louper le train, ça veut dire, le regarder déjà un peu différemment. Et Marine, si tu peux, je crois que c'est le dernier slide. Hop. Juste, ouais, voilà. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est changer votre regard. C'est-à-dire que moi, et Marine, certainement le cas aussi, on rencontre des gens qui sont très, très négatifs par rapport à l'IA. En fait, on n'a pas le choix. L'IA est là, il faut le prendre comme une opportunité, on l'a vu, plutôt que comme une menace, parce que sinon, le changement ne se fera pas. Voilà. Ce que moi, je vous recommande, c'est
utilisez-le. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser au quotidien, mais testez-le à minima chez vous, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et sinon, si c'est autorisé dans votre entreprise, le plus vous l'utilisez, le mieux vous comprendrez de quoi il en recourt. Voilà, à développer sa culture et puis adopter une posture qui soit curieuse et proactive. Donc vraiment, c'est le message de cette présentation, c'est de toute façon, il n'y a pas le choix, donc il faut se mettre dedans et accepter positivement le fait que cette vague est en train d'arriver. Voilà. Et on vous a mis là, si vous voulez faire une copie d'écran, quelques ressources qui sont à disposition gratuitement. Donc, c'est des ressources que moi, je me suis listées. Par exemple, il y a il y a des documentaires qui sont sortis à la télé, et il y a aussi des ressources à la BPI, par exemple, qui sont des ressources gratuites, des formations à France Numérique. OpenAI fait des formations aussi. Voilà. Et puis, il y a des études, et de plus en plus d'études sur le lien entre IA et RH. Parce que c'est ce que j'ai pas dit là quand je parlais compétences, mais quand on vient toucher les compétences et le rôle des gens, et bien évidemment, ça doit se faire avec une bonne intelligence, avec l'intelligence, avec la RH, pardon. Et donc, ça veut dire impliquer les RH au plus tôt dans les actions de mise en place de l'IA. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Voilà. Oui, désolée, on a speedé vers la fin. Mais voilà, encore une fois, si besoin d'aide pour prendre du recul, n'hésitez pas à nous contacter, Vanessa ou moi, pour qu'on puisse vous aider à voir par quel angle attaquer le sujet et vous aider à voir quel est le premier petit pas, les références, etc. Et n'hésitez pas. Puis on vous remercie. Ouais. Il me semble, Vanessa, que il y a, on peut partager les slides ou donner accès à l'enregistrement. Hein. Ouais, l'enregistrement il sera disponible sur là où vous êtes inscrit. Et les slides, on les fournit aux gens qui nous les demandent. On ne les envoie pas comme ça. Voilà. Et puis sinon, on se retrouve dans un mois, parce que Marine et moi, on refait encore un webinaire sur le changement cette fois-là. Si ça vous intéresse, on sera ravis de vous avoir pour ce webinaire dans un mois sur comment mener des transformations. Merci bien. Eh bien, merci à vous. Bon après-midi. Bonne Bravo et journée. merci. Hein. Merci Au revoir. Sandrine et merci Marine. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vanessa, je vois qu'il y a Corinne. Corinne qui a demandé, tu peux lui envoyer? Ouais, je fais ça. Super, dans la foulée. merci. Je dois À bientôt. Ouais. Merci. Désolée pour le speed de fin. Je pense que les échanges étaient chouettes. Enfin, je sais pas si c'était, enfin, dans les sous-salles, c'était chouette. Ouais. Donc, pas de souci. Je pense que les gens ont apprécié. Puis, Ouais, nous, on est bénévoles, on leur fait des cadeaux. Enfin, tu vois, donc. Ouais, puis c'est important d'avoir l'espace aussi pour parler, tu vois. Donc, je pense que c'était pas mal. Bon, allez. Ciao. Merci. Salut.